Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de reparler de l'entreprise Interparfums. On en avait parlé une première fois en avril 2025, donc plutôt en début d'année. Et l'objectif de cette vidéo, ça va être de reparler des activités de l'entreprise, de voir ce qu'on avait dit à l'époque, et de mettre à jour mes chiffres. Et vu que l'entreprise a encore quand même corrigé de pas loin de 25 depuis la vidéo d'avril, on va essayer aussi de faire un fichier de projection complet pour commencer à voir, est-ce qu'un prix pourrait, m'intéresser, à partir de quel moment je me dirais: «OK, la valorisation commence à être basse». À savoir qu'à l'époque, j'avais, clairement passé mon chemin. Déjà, je comprenais pas trop le secteur ni la demande et surtout le rapport que je voyais entre le risque, le fait qu'ils allaient bientôt commencer à galérer à payer le dividende, que la croissance ralentissait et cetera. J'avais passé mon chemin surtout au niveau de prix qu'on avait, mais ne jamais dire jamais en bourse. Je comprenais que certains investisseurs s'y intéressent parce que la valeur commençait à corriger, fortement et bah, ça a dû encore beaucoup baisser en termes de valorisation. Donc, c'est pour ça que je voulais reparler du dossier, parce qu'au bout d'un moment, si la valorisation baisse de trop, ça restait quand même un business qui n'était pas non plus totalement éliminé d'un point de vue de mon analyse. Pour information aussi, pour les membres du programme et de la communauté, hier, on a fait un live school extrêmement intéressant. D'abord, revue de portefeuille, ensuite, pas mal de questions. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et pour ceux qui veulent le rejoindre, du coup, vous avez accès à la communauté sans engagement pour avoir les vidéos live, revues de portefeuille, prix d'achat cible, mes ordres d'achat de vente, etc. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un conseil d'investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. On attaque. Donc, c'est une entreprise française spécialisée dans la création, production et distribution de parfums de prestige sous licence pour des marques de luxe. Vous voyez, ils ont toutes les marques ici que vous avez à l'écran. Et j'avais noté, notamment à l'époque, qu'ils avaient une forte dépendance à trois marques. On était à 69% de chiffre d'affaires en avril sur Jimmy Choo, Montblanc, Coach, et ensuite Lacoste, Lanvin, Rocha, je pense. Donc voilà, c'est une entreprise qui, après la baisse qu'on vient encore d'avoir là depuis avril de plus de 24%, on est sur du 2 milliards de capitalisation boursière. Il paie un dividende, il se paie un petit peu plus de 2 fois le chiffre d'affaires, donc ça se peut toujours, une valorisation, voilà, on n'est pas non plus sous les 1 fois le chiffre d'affaires, par exemple. Donc on va regarder ça après en détail. À l'époque, le chiffre d'affaires, il avait connu une belle croissance entre 2023 et 2024, mais il commençait, à ralentir, notamment, et je vous avais fait à la calculette rapidement, on voyait qu'on se retrouvait sur du 5-6% quand on regardait par rapport aux prévisions pour 2025. Et on a eu des nouvelles communications de l'entreprise, des documents qu'on va aller voir, notamment, et il nous précise que a priori, la croissance est encore en train de ralentir, d'où certainement aussi la correction du titre en bourse. Et on est aussi sur de la décroissance en Asie-Pacifique. Donc c'est à noter quand même. À l'époque, je disais qu'il y avait des turbulences sur l'entreprise. Il y avait aussi des peurs autour des taxes douanières. Le PDG qui est assez âgé et qui certainement un jour devra passer le flambeau. Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai pris les documents financiers et vous allez voir, c'est marrant parce qu'ils ne me donnent pas toutes les infos et j'ai dû aller gratter, mais on a de la chance que ce soit une boîte qui reporte aussi aux États-Unis. Et donc j'ai trouvé les documents aux États-Unis. Et ça va être intéressant parce qu'ils ne donnent pas toutes les infos dans les documents et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Donc là, vous retrouvez le fait que la croissance ralentit encore, ils nous ont annoncé, ils nous parlent qu'ils vont payer le dividende. Est-ce qu'ils vont l'augmenter ou pas? Ben, on le saura l'année prochaine quand ils prendront la décision et ça, on va devoir en reparler. Vous avez le cash flow statement, on ira voir le cash la dette un petit peu plus tard sur mon logiciel. On descend, on a les marges qui se baladent toujours autour de 16% là en 9 mois glissants. Sauf que quand j'étais dans les documents, je me suis dit, tiens, il est où mon cash flow statement? Ils me l'ont mis où? Parce que moi, je veux toujours voir les flux de trésor, surtout parce que c'est une boîte qui paie un dividende qui est connue pour ça. Et donc, je suis allé voir un deuxième document. Ça, c'est directement les press releases sur le site de l'entreprise. Bon, toujours pas de cash flow statement. Du coup, site du Nasdaq. Et je me disais, il était où mon cash flow statement? Du coup, je suis allé chercher et enfin, je suis allé chercher le 10Q, le rapport de publication trimestriel obligatoire. Et bah, on va aller regarder ça ensemble. Et je ne l'ai pas fait. Vous voyez, j'ai même pas ouvert mon petit pointeur rouge. Attendez, il faut que je vous le trouve. Il est ici. Et on va regarder ça. Je veux commencer par là parce que déjà à l'époque, j'avais mis l'alerte sur ce dividende et cette capacité à le payer. Alors, cash et dette, etc. On va regarder plus tard sur le logiciel, mais vous voyez qu'a priori, on a un peu moins de cash que de dette long terme. Là, vous avez les chiffres d'affaires reportés en dollars. On regardera en euros après. D'ailleurs, faire la conversion, c'est pas ultra pratique, mais bon, c'est reporté comme ça aux États-Unis. Et il est où mon cash flow statement? Il est là. Ils me l'ont pas mis dans les autres documents. Bon, ok. Et je fais pas de cut exprès, hein. Là, je vais faire en direct comme on le fait dans le school. Cash issu des opérations, on est en 9 mois glissants. On le note bien. Le cash issu des opérations, on est à 68 373 et millions. Donc 68 millions. Et il est où mon CAPEX? Mon CAPEX, c'est là. Ok.
Donc, on est sur un free cash flow 68 moins 22, autour des 46. Et il est où mon dividende? Toc, 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 on a payé l'année dernière. Il est là. 77. Ok. Si je rajoute même un quart de ça, on va jamais atteindre les 77. Après, le quatrième trimestre arrive, donc fin d'année, cadeau, etc. C'est à surveiller de très près, parce que je ne sais pas s'ils vont être capables de payer le même montant l'année prochaine. Alors ça a été voté l'année d'avant, donc ils le payent, et ils pouvaient de peu, on avait regardé. On retrouve le narratif que j'avais dit à l'époque, où il faut faire gaffe parce qu'ils augmentent beaucoup le dividende, et à un moment, ça risque d'être très, 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 très chaud, et ils pourraient avoir à le baisser ou à le couper. Et j'aurais aimé qu'ils nous le donnent dans le press release, parce que moi, ça m'a sauté aux yeux, je sais pas vous, mais je prends le document sur leur site, je vois mon income statement, je vois mon balance sheet, et je vois pas mon cash flow statement. Je me dis, c'est quoi cette histoire? Je comprends un peu pourquoi. Ok, bon, on va continuer, chiffres et projections. Au niveau des chiffres, le chiffre d'affaires, vous l'avez ici. Je me suis mis en TTM, donc en 12 mois glissant, avec le dernier document, sachant que vous voyez, c'est en semestriel en France. Donc là, c'est chiffre de juin 2025. Le chiffre d'affaires continue de monter, mais on sait qu'il ralentit. On l'a vu dans les documents tout à l'heure. Ils dépensent toujours un bon tiers du chiffre d'affaires en marketing. En même temps, c'est pas étonnant. Il faut quand même aller les vendre, tous ces parfums. On a aussi un tiers du chiffre d'affaires qui est en cost of goods sold. Et l'inventaire, ça va, ils tiennent. L'inventaire expose pas trop. Ça aurait pu être le cas, ce serait un mauvais signe. Mais non, c'est pas le cas. Donc ça, c'est plutôt positif. Du coup, on va aller voir les marges. Comme d'habitude, j'aime bien continuer avec ça. C'est une entreprise qui a quand même des marges, je me rappelle hein, de l'ancienne conclusion. On est sur des marges, je crois que la médiane était à 14 et sur les flux de trésor, je ne sais plus. Donc sur 10 ans, marge nette médiane à 10, pardon, et plus récemment à 14. Ouais, c'est ça. Donc ils ont augmenté les marges. Et moi, je s'offre les cash flows sur 10 ans autour des 9%. On prendra ça dans nos projections. Et d'ailleurs, sur le court terme aussi, 10 les meilleures années, peut-être, ouais, allez, 10, 11 les meilleures années, on se mettra à 9 certainement. Donc voilà, entreprise qui a des belles marges brutes, hein. En même temps, on est sur du haut de gamme, donc les marges brutes souvent sont élevées. Mais le problème, c'est que derrière, il faut faire du marketing, il faut aller vendre tout ça, et donc ça fait quand même baisser beaucoup hein, les marges nettes qui arrivent en bas du compte de résultat, hein. Au niveau du cash flow, on va vous regarder rapidement à nouveau. Sachant qu'on a vu que si on va gratter un peu plus loin dans les documents officiels, ça devient de plus en plus compliqué a priori, même si je veux une année complète, surtout parce que sur ce genre de business, ça vend beaucoup en fin d'année avec Noël, etc. Donc voilà, je ne juge surtout pas l'entreprise sur un trimestre et j'aime laisser du temps aux entreprises. Et d'ailleurs, on va peut-être le retrouver en semestriel. Tiens, je suis curieux, je le fais en direct. Ok, bah les semestres qui incluent Noël ne sont pas beaucoup plus hauts que les autres. Donc, bon, c'était ce qui me venait à l'esprit. C'est peut-être pas le cas. Peut-être qu'ils ont des ventes bien réparties sur l'année. Encore une fois, la direction, l'année prochaine, elle pourra très bien prendre la bonne décision s'ils peuvent plus payer le dividende, de ne pas l'augmenter, au moins de peut-être arrêter de l'augmenter. Mais ça, on pourra juger que l'année prochaine, on n'a pas encore les infos. En tout cas, je ne les ai pas trouvées. Si vous avez plus d'infos, d'ailleurs, hein, là, je vous fais la vidéo en direct, je découvre le business avec vous. Si vous connaissez parfaitement le business, que vous avez plein d'infos, enfin parfaitement, si vous le connaissez très bien, n'hésitez pas à en parler en commentaire, tout le monde en profitera. Donc je vais nous remettre en 12 mois glissants. Le dividende, comme je disais, ils peuvent à peine le payer. Ils ont levé de la dette récemment. On va aller regarder le cash et la dette. C'est une entreprise qui, je me rappelle, était quand même pas parfaite d'un point de vue du bilan. Et on va le retrouver ici, hein. Vous voyez, le cash ne couvre pas la dette long terme plus court terme. Et les free cash flow, bah, en fait, une grosse partie passe dans le dividende, hein. C'est quand même à noter, hein. Plus avec ça, le chiffre d'affaires qui avait ralenti, on le repérait à la calculette la fois d'avant, et maintenant la direction le dit. Et vous allez voir, même je voulais vous montrer les guidance, ils nous les ont donnés, hein. Alors attendez, ici. Bon, alors, c'est du dollar, mais sur un an, on est à plus 1% pour l'année prochaine, ils nous disent, hein. Donc la croissance ralentit, ralentit, ralentit. Même la direction commence à le dire. Et c'est bien qu'ils le disent. C'est bien qu'ils communiquent dessus. C'est pas de nous le cacher. Même si le cash flow statement qui ne me l'est pas mis dans le document, moyen quand même, hein. Donc voilà, c'est pas catastrophique comme situation financière, mais c'est loin d'être parfait. Encore une fois, je partage ma vision des choses, hein. Ici, ce n'est qu'un avis, et je sais que vous prenez mon avis, et qu'ensuite, vous allez faire votre analyse et vous construire votre propre opinion. Euh, donc voilà. Je voulais juste regarder le ratio de prix, parce qu'on va l'utiliser pour mes projections. Donc l'entreprise se paie en ce moment, par rapport à son historique, pas trop cher, mais encore une fois, on ne fait que regarder le passé, et si elle se paie moins cher en ce moment, bah, il y a peut-être des raisons. Et les ratios de prix ne regardent que le passé, mais moi personnellement, j'aime bien faire des projections pour aussi regarder
l'avenir. Pour moi, les ratios de prix, ce n'est pas suffisant. On va donc se faire des projections en direct. Je vais aller chercher tout d'abord notre chiffre d'affaires en annuel. On va projeter sur les flux de trésor, hein, parce que c'est ça qui paye le dividende et cette boîte paye du dividende, donc je ne me vois pas projeter sur autre chose que sur les flots de trésor, honnêtement. Au niveau de la croissance, on va se mettre sur du 5% cette année. Ils nous ont dit qu'ils feraient autour des 900, 920, 930 millions. On avait les prévisions qui avaient été données. Je les ai en tête, hein, vous les rechercherez au pire. Je crois que je les avais écrits dans mon PowerPoint. Ouais, ici 930, 935. Donc on va mettre là-dessus, ça va être du 5% de croissance, 5-6%. Bah, l'année prochaine, je vais mettre 1%, ce qu'ils nous l'ont annoncé. Donc je ne peux pas mettre plus. Alors c'était sur les documents en dollars, mais un taux de change équivalent, encore une fois. Les taux de change, c'est toujours à prendre en compte. Il y a un risque de change, bien évidemment, quand vous avez une entreprise qui travaille et qui vend à travers le monde entier. Et ensuite, pour les années suivantes, je vais certainement remettre un retour de la croissance pour essayer d'être le plus positif possible à 4%. Puis après, on va faire du 8-9% sur le long terme, on va se mettre à 8%. Et sur les marges, ben, je vous l'avais dit, je mettrai du 9% de partout. Donc voilà, 9% sur les marges de flux de trésor, c'est la médiane historique. Nombre d'actions en circulation, je vais aller nous le chercher. J'en ai besoin pour faire mes projections, donc je vais le rentrer. 1, 2, 3. Rachat d'actions, j'avais regardé, globalement, on est à 0. Et pour le prix que nous paiera le marché dans le futur, et c'est ce qui me manque pour trouver le prix à payer aujourd'hui. Alors, je ne sais même plus ce qu'il y avait. Je vais aller regarder juste après, je ne vais pas ouvrir l'onglet. Personnellement, j'aurais tendance à me mettre à 20. Ce serait bien payé, je pense, en fin de marché, peut-être 25. Je sais que la Valo s'était emballée, hein. On va aller voir ensemble. Je n'avais pas ouvert, je m'en souvenais plus. On est à 17 en ce moment. Ça s'est payé pendant longtemps très cher. Il est hors de question que je paye ça aussi cher. Et la médiane historique, ouais, non, mais on ne se met pas à 40, c'est hors de question. Entre 20 et 25. Vous mettrez chacun les chiffres que vous voulez. C'est ma vision des choses. Je vais tester avec vous. On va couper la poire en deux à 22,5. Nous ferait un pay à 20 euros. Si je nous mets à 20, où je serais confortable, ça nous met à 18. Et 25, si je suis très généreux, 22. Donc autour de 20, 18, si je veux plutôt être conservateur, ce qui est mon style. Et on cote à combien déjà? J'ai complètement oublié. On est à 24. Ok, bon, à l'époque, on était à plus de 30, je voulais pas. À 24, on commence à se rapprocher des 22, des 20, 18. On y a été, j'imagine, on y était il y a 5 ans. Jamais dire jamais en bourse. Encore une fois, et ça, j'aime bien, je vais vous le rappeler du coup. En fait, tout ce que je fais dans mes analyses, c'est que je regarde le prix que me propose le marché à tout moment et le prix que moi, je serais prêt à payer. D'après mon analyse, parce que si j'ai tort, au moins, je saurai pourquoi et j'aurai tout écrit dans mon fichier. Et ensuite, je suis patient. Si le marché me la propose à 24 en ce moment et que moi, je la veux à 18, bah, je suis patient. Et à l'époque, il me l'a proposé à plus de 30 et moi, si j'avais fait une projection, j'aurais été certainement autour des 20 aussi. Mais j'aurais été patient. D'ailleurs, j'ai refusé d'acheter à l'époque. Donc voilà un petit peu. Je vais taper ma conclusion et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Du coup, conclusion. Historiquement, belle croissance du chiffre d'affaires, de 8 à 11% selon où on se place. Marge nette à 14%, marge sur free cash flow 9-10% en médiane. Moi, j'ai mis 9% pour être un peu conservateur. Dividende croissant. D'ailleurs, on peut aller regarder le dividende, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, mais vous allez voir qu'en effet, ils l'ont beaucoup augmenté sur les 10 dernières années en composé de plus de 20% par an, et ça va être certainement difficile à tenir parce qu'ils sont bientôt, enfin, ils sont limite à le payer, vous voyez, que je vous l'ai montré tout à l'heure. Belle performance historique en bourse, bravo, rien à dire. Ralentissement en ce moment, comme tout le secteur. Vous avez vu LVMH, j'ai pu en acheter assez bas il y a quelques mois, depuis elle est remontée, mais tout le secteur souffre. Et donc, peut-être que même eux, un jour, ils pourraient revenir sur une valo qui m'intéresse, donc ne jamais dire jamais. La valorisation historique, elle est très élevée à mon goût. Vous avez vu les prix par rapport au flux de trésor qu'on avait, c'était impressionnant. Ça va quand même beaucoup mieux. On revient sur des niveaux plus bas. Ce que j'avais écrit en avril, c'était qu'ils arrivaient encore à payer le dividende, qu'ils l'augmentaient fortement et que c'était à surveiller parce que les taux de distribution sur free cash flow étaient très élevés. Et pourraient-ils continuer à l'augmenter dans le futur? Et quelles seraient les réactions des investisseurs s'ils ne pouvaient plus l'augmenter? Et je maintiens ce que j'ai dit. J'ai galéré à trouver mes free cash flow. Ils me les ont mis quand même parce qu'ils publient aux États-Unis, donc c'est cool, c'est une chance. Et je confirme plus que jamais qu'ils vont peut-être plus pouvoir l'augmenter autant, ce qui serait la bonne chose à faire. S'ils continuent à me l'augmenter, à me le payer alors qu'ils ne peuvent pas et qu'ils utilisent de la dette pour ça, ça devient instantanément un drapeau rouge, un carton rouge. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Je vais les juger qu'en annuel, je veux qu'ils finissent l'année. Je passais mon chemin à plus de 30 euros. C'est toujours le cas à 24. Non pas que je trouve pas que ce soit une belle entreprise. Je pense que sur le long terme, c'est une très belle entreprise. La direction, elle a très bien géré. Mais il y a beaucoup de peur en ce moment avec le PDG qui est âgé, le ralentissement de la croissance.
Après, à titre personnel, je suis pas à l'aise, je dormirai pas sur mes 2 oreilles parce que le secteur, du parfum, pourquoi leurs parfums sont meilleurs que les autres et cetera, je ne sais pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai du LVMH parce que LVMH a tellement de marques que je les considère comme une ETF du luxe. Pourquoi est-ce que Gucci de chez Kering est mieux que chez, Louis Vuitton de chez LVMH? J'en ai aucune idée. C'est pas mon secteur. Par contre, quand j'achète 70 marques, je suis un peu plus rassuré parce que je sais que je me diversifie et j'aime le secteur du luxe dans son ensemble. Donc voilà, le rapport risque-retour sur investissement ne me convient toujours pas vu la valorisation, mais ne jamais dire jamais en bourse. Vous avez vu sur LVMH et sur ASML, j'ai fait pas loin d'1 an de baisse avec vous, voire plus d'1 an, je crois, sur LVMH avant de bien vouloir l'acheter. Donc ne jamais dire jamais. Je comprends que le dossier intéresse. Les fondamentaux sont pas si mauvais que ça, même si prudence quand même sur le bilan et sur la dette et le dividende. Et au final, on en revient à la valorisation. Elle est plus raisonnable qu'avant, elle est toujours trop haute pour moi, mais on se rapproche de niveaux qui pourraient m'intéresser, ne jamais dire jamais. Et d'ailleurs, ne jamais dire jamais dans les deux sens. Ça, je tiens à vous le dire aussi. Si demain, l'entreprise, elle vient à repartir, qu'elle nous a en effet fait un point bas, eh ben bravo, je l'aurai jamais en portefeuille dans ce cas-là, et c'est pas grave. Mais je suis obligé d'en revenir à ma méthodologie et à mon rationnel. Heu, je me mets un prix à payer max et si on y va, tant mieux et si on n'y va jamais, c'est pas grave et si on y va, je comprends que certains seraient intéressés. Est-ce que moi je rentrerai dessus un jour? Faudrait voir, ne jamais dire jamais. Après, j'ai peu de place en portefeuille et j'ai déjà, du coup, acheté, du, luxe, semi-luxe, chacun l'appellera comme il veut, ça dépend, de l'image de marque et cetera. Ça, c'est un autre débat pour du qualitatif pour une autre vidéo. Mais donc voilà un petit peu, je tenais à vous tenir au courant parce que l'ancienne vidéo avait beaucoup intéressé. J'ai reçu des messages dessus et donc c'est important pour moi de parler de toutes les entreprises. J'ai le nombre de places limitées en portefeuille. Mais malgré ça, j'ai des boîtes européennes, donc je continue à payer des boîtes européennes. J'aime beaucoup mon LVMH et mon ASML et voilà. Belle entreprise qui traverse une difficulté en ce moment. La valo qui s'était fortement appréciée, je comprends qu'elle, corrige et bah, voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.